Eva, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps Merci à vous. pendant ta période de préparation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Tu es championne de France 2017 de Jiu-Jitsu brésilien. Oui, tout à fait, oui. Quel type d'entraînement est-ce que tu avais pour arriver justement jusqu'à ce titre de championne de France? Du coup, je m'entraînais 4 fois par semaine, environ, des fois 5, des fois un peu moins, mais une moyenne de 4 entraînements par semaine. Ouais. Ok. Et comment tu as commencé initialement les sports de combat? J'ai commencé à 7 ans le judo, 7 ans, parce que mon frère en faisait, du coup j'ai voulu faire comme lui. Ouais. Et donc j'ai jamais arrêté parce que j'aime bien les valeurs, la combativité, tout ça. Ouais. Ok. Et d'autres sports en dehors des sports de combat? Oui, j'ai fait du rugby. Ouais. Et donc aussi le jiu-jitsu brésilien et maintenant le MMA. Ok. Quel poste tu jouais au rugby? 3e ligne aile et centre. Ok. Donc, voilà. Et tu as fait combien de temps de rugby? Je fais 5 ans. 5 ans? 5 ans, voilà. Ok. Et en parallèle, du coup, je faisais le jiu-jitsu brésilien. Quoi. Ok. Et pourquoi est-ce que tu es partie du jiu-jitsu pour te consacrer au MMA? Alors en fait, avec le boulot, j'ai été mutée en région parisienne et du coup, j'ai cherché un club de MMA. Et donc j'en ai trouvé un et donc c'est parti comme ça. Qu'est-ce que tu trouvais de différent dans le MMA que tu ne trouvais pas dans le jiu-jitsu? Je sais pas, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Même dans le judo, il me manquait quelque chose. Le rugby, j'aime, mais il me manquait quelque chose. Le jiu-jitsu brésilien, pareil. Et le MMA, c'est toujours un sport qui m'a passionnée. Et je me suis toujours dit, ouais, un jour j'essaierai. Et là, j'ai senti que c'était le moment, et donc voilà. Et donc ça fait plusieurs années que tu le pratiques? Oui, ça fait environ 3 ans, oui. 3 ans? Oui. Et combien de temps entre le début de la pratique et ton premier combat professionnel? Il y a eu 6 mois. 6 mois? Voilà. C'est très court. Oui, j'avoue. Mais je m'en rendais pas trop compte parce que c'est vrai que j'ai toujours fait de la compète. Et donc, pour moi, j'avais envie de me mesurer. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment dans ton entraînement où tu t'es dit ça y est, je suis prête et il faut que j'aille sur ce premier combat? Non, pas vraiment. C'est plus mon coach du moment, Johnny Frachet, qui m'a dit tiens, je te propose, si tu veux, un combat professionnel. Pour moi, c'était une compétition banale, donc j'ai dit oui parce que j'ai envie de savoir où j'en étais. Et donc non, j'avais envie juste de mesurer à quelqu'un, pour savoir où j'en étais. Et comment ça s'est passé la préparation avant ce combat? Est-ce qu'il y a eu, j'imagine que ça s'est accéléré sur la fin, est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques? Oui, il y a une stratégie qui s'est mise en place. Donc c'est vraiment Johnny Frachet qui a tout géré. Moi, je me suis laissée bercer. Mais bien sûr, entraînement de plus en plus intense. Il y a tout qui tourne autour de ça. Ouais. 5 fois par semaine? Combat? Enfin, entraînement 6 fois par semaine. 6 fois. Voilà. Est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais à côté, peut-être du fitness, de la course, qui étaient complémentaires et qui ont permis de te préparer à ce combat? La prépa physique, donc de la musculation, tout ça, du cardio pour me préparer. Ouais. Okay. Et sur le plan mental, est-ce qu'il y a des choses spécifiques en termes de préparation? Est-ce que c'est simplement le fait de te préparer techniquement et physiquement qui t'ont rassuré intellectuellement et mentalement? Ou est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques au mental, au conditionnement Alors le premier combat, non, j'ai pas eu besoin de préparation mentale. Après, mon coach, à force que je vienne aux entraînements, il me connaissait, il savait un peu comment je fonctionnais, donc il a su trouver les mots. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai fait appel à un coach mental parce qu'à un moment donné, on se pose des questions, on met pas mal de choses en doute, tout ça, ouais. Okay. Et ces doutes-là, au moment où tu rentres pour la première fois dans l'octogone, est-ce qu'ils disparaissent complètement? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, il y a... La première fois, quand je suis rentrée dans la cage, j'ai l'impression d'être une lionne et celle en face aussi. Et on dit dans une arène et soit c'était elle, soit c'était moi. Voilà, ça va être la guerre. Ok. Et qu'est-ce que ce premier combat a donné? Du coup, j'ai gagné. Ok. Félicitations. Merci. Deuxième combat, victoire à nouveau. Oui. Troisième combat. Pareil. Et on arrive au 4e combat, c'est le drame. Première défaite. Oui. Comment on rebondit? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette défaite? Quand tu sors de la cage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors quand je suis sortie, j'avais pas vraiment réalisé. En même temps, dès que je suis rentrée dans la cage pour ce combat, j'ai senti que ça allait être compliqué. Je me sentais pas bien physiquement. Ouais. Je me sentais lourde, j'avais de l'acide lactique dans les jambes, les bras coupés.
Donc c'est un combat qui a été très très dur, mais ça m'a permis de remettre en question sur beaucoup de choses, sur la préparation, sur l'avant, tout ça. Donc c'est un combat qui m'a beaucoup appris. Et si j'avais gagné, je l'aurais sûrement pas appréhendé comme ça. Est-ce qu'il y a eu des doutes quand même? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit c'est peut-être pas fait pour moi? Est-ce qu'il y a eu une remise en question vraiment Bien au sûr. point de vouloir arrêter un moment? Bien sûr, plus on approche de l'échéance, plus l'entraînement est dur, plus on se pose des questions, on se demande pourquoi je fais ça, pourquoi, est-ce que j'aime vraiment, plein de doutes. Et après le cœur l'emporte. Hein. Ouais. Et donc après on se dit ouais mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc on va jusqu'au bout et après au bout on se dit ouais mais en fait je veux encore. Ok. Et au niveau de l'équilibre social par rapport à l'entraînement qui est du coup un petit peu intensif, hein, puisqu'on parle de 5-6 fois par semaine, comment est-ce que tu arrives à jumeler entre ta vie perso, ta vie pro, je crois que tu es dans l'armée, Oui c'est ça ouais. Et ton entraînement? Comment est-ce que tu manages finalement Alors en fait le matin j'arrive à aller faire la prépa physique lorsque j'ai un créneau de 1 heure ou 1h30 et ensuite le soir après mon travail je vais m'entraîner. D'accord. Après c'est compliqué en fait, j'avais pas de vie quoi. Ouais. Parce que toutes les invitations on refuse, la famille c'est pareil, on les voit pas, on les voit qu'après le combat. Ce sont des choix. Ils ont compris tes proches? Ils ont eu du mal à comprendre. Ouais. Mais aujourd'hui ils comprennent, ils voient l'ampleur, le travail que je fournis. Donc, Un peu de fierté j'imagine? Oui ils sont fiers oui. Ouais, ils le disent pas trop j'imagine? Non. Tant que tu arrives à le dire. Après ils ont peur aussi quoi. Ils ont peur mais ils aiment bien puisqu'ils voient que je suis en train de réaliser un rêve. Alors, en parlant de ce rêve, le MMA, c'est finalement un mélange de beaucoup de techniques de combat. Oui. On retrouve des techniques au sol, des techniques debout, en pied-point. Est-ce qu'il y a des sports qui prédisposent en termes de préparation au MMA, ou est-ce que finalement, quelqu'un qui vient du judo a autant de chance que quelqu'un qui vient de la boxe thaï Non, sincèrement, je pense pas. Après, si, par exemple, je prends mon cas où je suis pas trop pied-point, du coup, je vais axer plus mes entraînements au pied-point. Et après, face aux adversaires, du coup, on emploie une stratégie. Et si j'ai en face de moi quelqu'un qui est plus pied-point, je vais m'adapter, tout ça. Donc non, il n'y a pas forcément un sport qui est prédictionné. Après, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, quels seraient tes points forts et tes points faibles par rapport à la pratique du MMA? Alors mes points faibles, pied-point. Ouais. Points forts, lutte et sol. Ok. Voilà, vraiment c'est les... Et par rapport à ces points faibles et ces points forts, est-ce que tu travailles à l'entraînement plutôt le développement des points forts ou à l'inverse l'entraînement sur les points faibles pour arriver à un niveau qui est suffisant par rapport à tes Alors je travaille adversaires? beaucoup mes points faibles, donc le pied-point, je travaille beaucoup. Et par contre, je travaille aussi mes points forts parce que j'aime bien, j'aime beaucoup, donc c'est mon côté vraiment plaisir. Ok. Et c'est important de travailler les deux. On ne peut pas négliger une seule discipline. Ok. Dans la vie, est-ce que tu penses que c'est la même chose? C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, dans notre communauté, on a des sportifs qui sont à l'école, qui sont peut-être en sport-études, dans des parcours comme ça, un petit peu entre les deux. Est-ce qu'il faut aller à fond dans un choix ou est-ce qu'il faut plutôt travailler un petit peu dans tous les domaines? Comment est-ce qu'on tire le meilleur des deux mondes? Moi, je pense qu'il faut travailler dans les deux domaines. Il faut poser le pour et le contre. Ouais. Et le but, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin. Ok. Donc voilà, il faut vivre ses rêves, ça c'est sûr. Et il faut travailler dans tous les domaines. Il ne faut rien laisser au hasard. Et même si ça ne nous fait pas plaisir, même si c'est pas agréable, il faut le faire, c'est comme ça. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Chez les grands sportifs et chez les athlètes, on retrouve souvent des routines. Alors ce que j'appelle des routines, ça peut être à l'entraînement, un programme spécifique, habituel, le réveil le matin, une sorte de conditionnement. Est-ce qu'il y a, ou dans la vie de tous les jours, dans le travail, est-ce qu'il y a des choses qui sont des routines et pour rien au monde tu les changerais? Et ça fait partie des choses qui sont vraiment ancrées et qui t'aident à réussir dans le sport aujourd'hui. Ouais, ce sont des petites routines un peu banales. Par exemple, le matin, si j'ai décidé d'aller courir, donc je décide la veille en général. Okay. Et donc le matin, je mets mon réveil de bonne heure, hop, ma tenue est prête, je m'habille et je m'en vais directement. Pas de café, pas de petit-déj, rien à jeun? Non. Ouais. Combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure.
Et sinon, si je vais pas courir, le matin, je me réveille, hop, j'allume la musique douce. Voilà, c'est réveille tout doucement et là, normalement, je suis de bonne humeur. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des matins, ou enfin plutôt des soirs, tu décides que le lendemain il faut aller courir et d'autres soirs où tu te dis que non? C'est à la sensation, à un peu ce que j'ai mangé. Donc c'est intéressant, c'est la sensation et pas la motivation. Non, c'est plus la sensation. Toujours la motivation pour aller courir. Je le sens, ce serait bien que j'aille courir. Je me dis toujours, est-ce que ce serait bien, oui ou non? Si ce serait bien, ok, on y va. Okay. Et du coup, le fait de me dire ça, je sais que c'est pour mon bien, donc là je vais trouver la motivation. Et en termes de ratio, est-ce que c'est quoi, 1 jour sur 2, 2 jours sur 3? Ça dépend, l'entraînement de la veille, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des semaines, je ne vais pas du tout aller courir le matin à jeun, et il y a des semaines, je vais aller courir 3 fois, ça va dépendre. Ok, pas de règle. Non. Et puis j'imagine en approchant d'un combat, on multiplie les... Un peu plus de cardio, ouais. Okay. Après, pas forcément trop le matin à jeun, parce qu'après le corps il s'habitue, enfin il y a tout un... Mais beaucoup à la sensation, j'essaie de faire. Ok. Mais voilà. Pour revenir au sport de combat, je pense qu'il véhicule beaucoup de valeurs humaines et le MMA ne fait vraiment pas exception en fait à ces valeurs-là. Et justement, selon toi, quelles sont ces valeurs que tu retrouves dans le MMA qui sont si importantes pour toi? Alors, il y a beaucoup de valeurs. Ouais. Il y a le courage, le contrôle de soi, l'humilité, le respect, très important, le dépassement de soi. Il y a tellement de valeurs que... Moi aussi, j'ai pas mal de valeurs et c'est vraiment un sport qui me correspond. Ouais. Et même de l'extérieur, on croirait que c'est un sport un peu violent, un truc, de la bagarre de rue, mais c'est tout autre. Ouais, on a eu la chance d'assister à un entraînement ici et on a vu vraiment beaucoup de respect entre les différents élèves. Et oui, je pense que ça fait partie des valeurs qui sont importantes. Ouais. Est-ce que justement par rapport à ces valeurs, j'imagine que tu les partages pleinement pour la vie de tous les jours, pour ta vie personnelle, et ça correspond à la manière avec laquelle tu vis. Est-ce qu'il y a eu des moments où tes choix professionnels, personnels ont été guidés par ces valeurs? Oui, tout à fait. Je vais te raconter une petite anecdote par exemple. Quand je suis entrée dans l'armée, j'ai été armurier sur un bateau, donc je m'occupais des canons, des armes et tout, mais ça me plaisait pas du tout. Moi, je voulais être prof de sport, Okay. Mais j'étais mal orientée. Bref, du coup, j'ai toujours demandé à partir du bateau et ils n'ont pas voulu. Jusqu'au jour où ils disent on part en mission, on va faire toute l'Asie avec plein d'escales jusqu'au Japon. Le rêve. Okay. Et ils m'ont dit par contre, si tu veux partir, tu peux partir avant qu'on parte en mission, mais par contre c'est à Cherbourg et tu pourras éventuellement t'entraîner plus et peut-être si tu veux être prof de sport. Alors du coup le choix se posait, soit je continue à faire un métier qui me plaît pas, mais je vais jusqu'au Japon, je voyage, un rêve, ou alors je vais à Cherbourg, j'essaie de m'entraîner en espérant que peut-être je serai prof de sport, que ce serait même pas sûr. Et j'ai décidé d'aller à Cherbourg. Okay. Donc j'y suis allée, je me suis entraînée. Les postes n'étaient toujours pas ouverts pour être prof de sport. Mais bon, j'ai continué à m'entraîner dans le froid, il pleuvait, j'ai perdu du poids, tout. Pendant 1 an, 2 ans et toujours rien. Et un jour, on vient me voir, on me dit ok, c'est bon, si tu veux, tu peux... Le concours est ouvert, si tu veux, tu peux poser. Bon, par contre, il n'y a que 4 places. Okay. Donc du coup, j'ai dit de toute façon, je me suis entraînée, j'y vais, c'est un rêve. Hein. Et donc, j'ai été prise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais rien n'est fait au hasard. Et en fait, il faut travailler, il ne faut jamais rien laisser tomber. Est-ce que si jamais tu n'avais pas fait de MMA, ou du sport de combat, ou du sport au sens large, tu aurais pu avoir une décision différente ou est-ce que finalement c'était vraiment ancré en toi et ce sont tes valeurs que tu aurais pris cette décision quoi qu'il arrive et que... Je pense que j'aurais pris l'autre choix. La facilité? La facilité, c'est sûr. Le plaisir? Quand on sait il y a le confort, il y a le rêve, enfin comment dire, le fait par exemple d'aller au Japon et tout, je suis sûre il y en a plein qui auraient fait ce choix, ouais. Et quitte à faire un métier qui ne nous plaît pas. Surtout face à l'incertitude qui était d'aller à Cherbourg. Incertitude totale, en plus Cherbourg ça fait pas forcément rêver. Faut pas dire ça.
Et ouais, oui, c'est sûr. Tu as l'occasion de retourner en Asie depuis? Oui, bah du coup, voilà, La tous les revanche. ans, voilà, exactement la revanche. Tous les ans, pendant mes vacances, je pars en Asie. Donc dans différents pays, Pour revenir au MMA, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le MMA il est interdit en France? Je crois qu'il n'y a que 3 pays au monde dans lesquels il est interdit, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Alors, parce que c'est purement social. Hein. Ouais. Ouais, c'est politique. Je sais que la fédé de judo bloquait un peu, soi-disant que les frappes au sol, c'était violent. Alors que... Il y a d'autres sports violents, je pense à la boxe thaï. La boxe thaï, par exemple. Tous les sports de combat, il y a des risques de blessures. Et au sol, les frappes, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc il n'y a pas d'impact. Non, c'est vraiment purement politique. Je pense qu'il y a des chances que ça change cette année. On a vu beaucoup d'articles dans les médias récemment. Ouais, j'espère, oui. Donc la ministre des Sports qui veut réglementer et donc autoriser le MMA. Qu'est-ce que ça changerait pour toi, pour ton sport déjà, et puis aussi pour toi à titre perso? Ça changerait que le sport soit reconnu, que les gens aussi connaissent ce sport parce qu'ils assimilent trop le MMA à l'assurance. Ouais. Et qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un sport et pas de la bagarre de rue. Ouais. C'est vraiment, il y a beaucoup de travail et beaucoup de sueur derrière tout ça. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du plaisir, Ouais. la santé, des victoires. Okay. Et qu'est-ce que toi tu souhaites? Quel est le conseil que tu donnes à nos Alors, moi je conseille, si on a un rêve dans la tête, il faut aller jusqu'au bout. Okay. Jamais rien laisser tomber, même si on peut avoir des bâtons dans les roues, des contraintes, des choses. Il faut aller au bout pour ne pas avoir de regrets. Je crois que c'est le message que tu nous disais tout à l'heure en fait, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire que faire un choix, y aller à fond, ça marche, tant mieux parce que le rêve se réalise. Mais si ça ne marche pas, on n'a pas de regrets, ça nous permet de rebondir. C'est ça, il ne faut jamais se dire « Ah bah si j'avais su ». Là, ça peut nous ronger, je pense, toute la vie. Ouais. Donc, ouais, ça c'est sûr. Quand est-ce qu'on pourra te voir en UFC? Oh là, je sais pas. C'est un rêve, mais je sais pas. Je compte sur toi pour nous le faire savoir déjà et puis pour nous inviter le moment venu pour qu'on puisse venir te supporter. Sans souci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Au plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut.